J'ai jamais, par exemple, fait de voyage à 2 ou à 3. Déjà, juste par organisation, parce que c'est pas toujours tout simple d'avoir tout le monde, enfin, d'avoir quelqu'un de disponible en même temps, d'avoir les mêmes envies de voyage. Mais finalement, quand t'es seul, tu as la possibilité de créer ton propre voyage, de faire vraiment ce que t'as envie, le rythme que t'as envie. Et je trouve qu'en fait, tu es plus ouvert aux gens et à la découverte que si tu étais dans un petit groupe où finalement tu restes un petit peu chacun les uns avec les autres, quoi. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport. Aujourd'hui, ce sera l'ultracyclisme qui sera mis en avant car je reçois Guillaume Buis qui va participer très prochainement à la course Transpyrénées qui a lieu dans quelques jours. C'est une épreuve longue distance qui a traversé les Pyrénées d'ouest en est, sera en autonomie pour une distance totale d'environ 1000 km et 27 000 mètres de dénivelé positif sur environ, si je ne me trompe pas, 34 cols. Mais de toute façon, notre invité a sûrement préparé mieux que moi cette course que mon introduction. Donc un grand plaisir de recevoir Guillaume Buis sur le podcast. Salut Guillaume, comment tu vas ? Salut Alexandre, écoute, ça va super et toi? Eh ben écoute, ça va nickel. Hâte de pouvoir découvrir ton parcours. Et cette course que je connais pas, j'avais jamais entendu parler, en tout cas avant qu'on échange pour préparer ce podcast. Alors, comme habituellement, je vais te laisser te présenter et nous dire quel était le premier sport qui t'a passionné. Bonjour à tous, moi je m'appelle Guillaume, donc moi j'habite à Rennes aujourd'hui et je suis originaire de Loire-Atlantique, j'ai 33 ans. Et donc moi le sport c'est arrivé assez tard pour moi dans ma vie. Alors j'ai fait un petit peu d'athlétisme quand j'étais étudiant, mais c'est plutôt anecdotique. Par contre, le vélo a toujours été un peu entre guillemets dans mon ADN, dans ma vie. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu un vélo et pour moi, le vélo, ça a été un peu la liberté, ça a été la possibilité d'aller où je voulais, de parcourir la nature, etc. Et donc, en fait, ça a d'abord été plutôt un loisir qu'un sport. Puisqu'il y a une dizaine d'années, donc on va dire 5 ans plus tard, je commençais à faire déjà du voyage à vélo, mais entre les deux, c'était vraiment juste prendre mon vélo, aller un petit peu plus loin, visiter des coins, mais voilà, ça restait assez proche de chez moi. Et surtout, c'était pas un sport. J'ai fait un petit peu de VTT en club, mais que sur un an ou deux. Donc, j'étais pas tellement sportif. Mais on va dire la notion de sport est arrivée un petit peu plus tard. Et puis, j'ai repris un peu plus tard aussi la course à pied et le trail, mais ça, c'est beaucoup plus tard aussi. Et tu me parlais un petit peu déjà brièvement de voyage à vélo. C'était quoi tes premières expériences ? Alors les premières c'était en 2015, donc ça fait tout juste 10 ans. Alors donc justement je me suis un petit peu rappelé de tous ces voyages là. Ça a commencé alors vraiment avec un VTT, deux sacoches arrière achetées chez Leclerc, enfin vraiment quelque chose d'assez basique, mais en fait finalement ça fonctionnait quand même. Le premier c'était le canal de Nantes à Brest, donc c'est vraiment du chemin de halage entre Nantes et Brest, enfin plutôt entre Brest et Nantes dans ce sens-là, où en fait finalement je découvrais et c'était la première fois que je roulais avec un vélo chargé. Alors pour la petite anecdote c'est que en fait, habituellement, j'arrivais pas trop mal à faire 60, 70 km, etc. Et là, le premier jour, je me rappellerai toujours, au bout de 42 km, j'étais déjà cuit comme jamais. Donc, ça faisait très très dur au début de me dire que finalement, oui, avec un vélo chargé, tu peux pas faire forcément les mêmes distances que on va dire avec un vélo plus classique. Et donc après cette première année, je fais la Loire à vélo qui est assez connue, donc sur une semaine. Donc c'était plutôt des étapes de 50 à 100 km par jour à peu près, et puis surtout assez chargé avec l'attente, le réchaud, donc quelque chose un peu plus voyage à vélo que vraiment sport et course. Après, en fait, j'en faisais quasiment un par an. J'ai fait le Paris-Londres-Angers. J'ai fait Lyon-La Rochelle aussi par la Via Rona et puis le canal des Deux Mers. Ensuite, je suis allé un peu à l'étranger, j'ai fait Bergen-Copenhague, donc toujours dans cet esprit. Alors, le vélo change de temps en temps, le vélo a changé au fil des années. J'ai même fait un an en vélo couché, donc voyager vélo en vélo couché aussi. Voilà, puis c'est plus vers 2020-2021 que j'ai commencé à un peu plus minimiser mon équipement et puis plus partir sur des épreuves de course. Donc voilà. Et du coup, oui, sur ces 10 ans de pratique, qu'est-ce que tu as, toi, fait comme changement, comme évolution, que ce soit sur le matériel, sur peut-être la préparation est-ce qu'il y a des choses qu'après coup, tu dis, bon, finalement, si j'avais su avant, j'aurais peut-être déjà pu faire ces modifs-là assez rapidement. En fait, je pense que c'est au fur et à mesure. Déjà, la première chose, c'était de trier ce dont j'ai pas besoin et que j'ai baladé pendant tout le premier voyage. Donc, il y a déjà un pré-tri de tout ce qui finalement on a pris par confort ou par peur de manque et finalement qui sert pas.
Mais en fait, il y a eu plutôt, je dirais, un élément déclencheur, parce que la longue distance, plus en tant qu'épreuve course, je l'ai démarré puis il y a plutôt 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et il y a eu un élément déclencheur, ça a été, je me suis en fait inscrit à un 300 km qui faisait donc Roubaix-Paris. Et là, en fait, j'ai voulu changer un petit peu cette dimension-là. J'ai voulu en faire un sport et j'ai voulu en fait me dire, bah, c'est quoi vraiment l'essentiel dont tu as besoin et essayer de partir le plus léger possible avec ce dont tu as besoin. Donc déjà, on parlait plus de temps, on parlait plus de réchaud, malgré que voilà, sur la première, mon premier 300 km sur une épreuve, j'avais pas un super niveau, donc je l'ai fait en 2 jours et demi. Enfin voilà, j'ai dormi dans des Airbnb ou dans des hôtels, mais l'idée c'était d'abandonner déjà toute cette partie tente, logement, réchaud, tout équipement de camping, on va dire, pour rester vraiment dans les équipements de sport, les tenues on va dire pour la nuit, pour le froid, etc., et tout ce que tu as besoin réellement pour rouler et non plus pour passer des vacances, on va dire ça comme ça. Ouais, vraiment plus le poids, en gros, vraiment minimiser le poids et Mm. l'encombrement sur le vélo. Et pour toi, l'ultracyclisme, comment tu définirais l'ultracyclisme? Est-ce que c'est une question de distance, de temps passé dehors? Qu'est-ce qui serait pour toi vraiment l'essence de l'ultracyclisme? Ouais, c'est une bonne question qu'on se pose souvent, un petit peu entre participants ou même des copains que j'ai rencontrés un peu sur des épreuves ou des courses. En fait, je pense que chacun a un peu sa propre interprétation. Moi, je trouve que la notion de nuit, elle est importante, parce que je trouve que l'ultracyclisme, souvent, c'est à partir du moment où on commence à rouler de nuit, où on commence aussi à avoir une optimisation un petit peu de tous nos temps d'arrêt, de notre sommeil, etc. C'est difficile de parler de distance, parce que ça dépend vraiment du rythme de chacun, et finalement, on peut faire de l'ultra distance sans forcément rouler vite, mais souvent, un 200 km, je dirais que ça se termine souvent dans la soirée ou en début de nuit, mais on n'a pas une nuit entière. Et si on veut parler de distance, déjà vers 300-400, on peut commencer déjà commencer à parler d'une nuit entière sur le vélo. Alors, en dormant, hein, possiblement, ou en repartant très très tôt le matin. Mais là, je trouve qu'on commence déjà à avoir cette notion d'ultra, c'est-à-dire pas juste une journée de vélo, mais une journée et une nuit de vélo. Et là, je trouve que ça change déjà beaucoup la donne, puisque pendant cette journée de vélo, il va falloir aussi tenir compte que bah on a fait peut-être que la moitié ou voire même beaucoup moins, et que la course n'est pas finie, et ça va se continuer de nuit, quoi. Ok. Et niveau ta pratique actuelle du vélo, tu es vraiment uniquement sur du vélo de route au quotidien, en tout cas sur tes entraînements, ou bien tu pratiques du VTT, du gravel ou autre. Tu nous as parlé aussi un peu de trail. Est-ce que tu fais du cross-training ou le trail c'est plus par période? En fait, moi, j'habite pas en montagne, mais je suis un passionné de nature et un peu de montagne aussi. Alors pas forcément la montagne l'hiver, mais plutôt la montagne l'été. Et en fait, alors pour la petite parenthèse, je choisis toujours mes épreuves, mes courses pour les paysages que je vais y voir, les endroits que je vais pouvoir visiter. Et pour faire le parallèle en fait avec ta question, euh, c'est qu'en fait, je veux faire beaucoup de choses et parfois trop de choses. Donc du coup, je fais un petit peu de tout. Donc comme tu disais, donc je fais du trail, j'en fais à peu près toute l'année, mais quand même plutôt sur une période d'hiver. Ça fait partie aussi de l'entraînement, même si bon, ça me permet pas forcément d'aller plus vite, mais en tout cas, ça me permet plus vite à vélo, pardon, mais ça me permet quand même de progresser, on va dire physiquement. Je fais aussi un peu de course à pied. Et puis après, moi, je roule en fait sur un gravel, donc je n'ai pas de vélo de route, mais je fais quand même à 90% du vélo de route, puisque c'est plutôt sur les longues distances. J'aime plutôt des épreuves route que des épreuves gravel, même si en fait j'en fais aussi. Et j'en ai une par exemple que je fais tous les années pour une association dont je suis membre, qui a un 350 km gravel, que j'aime beaucoup, et la trace change chaque année. Et c'est aussi quelque chose que j'aime bien, avoir un petit peu de changement, passer de la route au chemin, etc., quoi. Mais disons que mon créneau, c'est plutôt les entraînements sur route, une vie de cycliste, on va dire, au quotidien, ou on va dire chaque semaine, avec des sorties avec les copains sur la route, et puis plutôt des ultra distances route, comme je peux faire depuis 2-3 ans, quoi. Et d'ailleurs, parle-nous un petit peu de l'association là que tu as évoquée. Ouais, donc en fait c'est l'association Fort Rose. Fort Rose, en fait, c'est une association qui soutient et vient en aide aux familles dont un enfant est hospitalisé pour des maladies graves, notamment des cancers. Et donc moi j'en fais partie depuis 2 ans maintenant, à peine 1 an et demi. Et cette association-là, en fait, elle récolte ses dons en particulier avec des organisations sportives. Donc en fait, moi je les ai rencontrés quand j'ai fait mon premier 350 km gravel. Et puis en fait, j'ai trouvé ça super en fait de se retrouver tous autour de notre vélo, et tous autour
notre passion pour le sport, mais en y ajoutant en fait cette dimension de soutien aux gens, à des gens et des familles qui en ont besoin. Donc maintenant, je suis membre de l'association, j'organise aussi un peu des événements avec eux. Et puis, pour la petite parenthèse aussi, l'année dernière, j'ai fait la Transatlantic Way, donc qui est un ultra en Irlande de 2500 km, 2400 exactement. Et du coup, j'ai pu monter une cagnotte pour cette association. Et là où c'est important pour moi, c'est qu'en fait, ça me permet de me dire que bah, j'ai la chance de pouvoir vivre des choses incroyables sur mon vélo lors des ultras, des courses ou même au quotidien. Que bah, des enfants aujourd'hui n'ont pas forcément la chance de pouvoir vivre ça. Et donc finalement pouvoir en fait apporter une contribution lors d'événements sportifs comme ça, bah en fait je me dis que voilà j'ai énormément de chance d'être là et que je le fais un petit peu aussi pour eux quoi. Et tu auras d'autres projets comme ça à l'avenir? Ouais, je pense. Alors, avec l'association, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a aussi du trail, il y a aussi juste être présent, par exemple, sur des événements autour du Tour de Bretagne, par exemple, autour du Tour de France. Donc, on n'est pas forcément toujours à faire du sport, on est des fois juste à être présent, faire parler de l'association, pardon, autour d'événements sportifs. Mais oui, bien sûr, ouais, là je l'ai pas forcément fait là sur la Transpyrénée, mais ouais, j'aimerais bien refaire en tout cas reparler de l'association et pouvoir remonter une relevée de dons, on va dire monter une cagnotte si tu veux pour pouvoir continuer avec cette association-là sur un prochain événement quoi. De toute manière, il y en a un peu chaque année des événements, donc c'est toujours l'occasion en fait de pouvoir en parler. Ça marche. Et souvent on aborde un peu ce sujet plutôt en fin d'épisode, mais pour après avoir ces infos, c'est quelque chose que tu relates sur par exemple Instagram ou sur des comptes personnels? Oui, c'est ça, ouais. Donc bah, sur mon compte perso et puis en fait donc moi je fais partie du collectif de l'association, on est une petite douzaine à peu près. Et moi je m'occupe depuis pas très très longtemps justement de la communication, donc on est deux personnes à gérer ça. Donc je m'occupe aussi du compte Instagram de l'association, donc en fait je vais relayer un petit peu aussi bah, les événements de chacun et puis les épreuves un petit peu de et puis les événements de l'association en fait autour principalement d'Instagram, un petit peu Facebook et un peu LinkedIn. Ok, bon bah, je mettrai les liens de toute façon dans la description du Ça podcast marche. pour ceux qui veulent prendre un peu plus d'informations et qui veulent soutenir cette cause. Ensuite, tu nous as parlé de donc beaucoup de voyages, pas mal d'ailleurs de pays déjà différents. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant toutes ces aventures en termes que ce soit de paysages, de sensations, le fait de voyager, qu'est-ce qui t'a le plus ému? Bah, je pense qu'il m'a le plus marqué. Alors, il y a déjà de découvrir des paysages incroyables qui sont pas forcément habituels chez nous. Je pense notamment à la Norvège, hein, c'est le pays que j'ai préféré, en tout cas en voyage à vélo. Bah, pour cette nature incroyable, ces paysages dans les fjords absolument incroyables. Et puis, je dirais aussi la sympathie des gens, parce que, alors même si moi j'ai beaucoup voyagé en Europe, mais j'ai pas beaucoup voyagé dans le monde entier. Donc, globalement, il y a quand même des cultures différentes, mais ça c'est toujours resté en Europe et c'est toujours la sympathie des gens envers les cyclistes un peu en voyage ou même en course hein. Il y a toujours en fait ce mot sympa que ce soit dans n'importe quel pays. Ah bah qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous allez, ah c'est super votre projet et tout et puis même cet échange un peu de ah bah va là-bas, il y a un truc sympa et tout, un café, un camping, toujours un petit lien qui se crée en fait avec les gens que tu rencontres en voyage. Et finalement en fait pour la petite parenthèse, en fait, j'ai beaucoup voyagé seul. J'ai jamais, par exemple, fait de voyage à deux ou à trois. Et finalement, en fait, alors déjà juste par organisation, parce que c'est pas toujours tout simple d'avoir tout le monde, enfin d'avoir quelqu'un de disponible en même temps, d'avoir les mêmes envies de voyage. Mais finalement, quand tu es seul, tu as la possibilité de créer ton propre voyage, de faire vraiment ce que tu as envie, le rythme que tu as envie. Et je trouve qu'en fait, tu es plus ouvert aux gens et à la découverte que si tu étais dans un petit groupe où finalement tu restes un petit peu chacun les uns avec les autres quoi. Et finalement j'ai rencontré plein de gens, des gens ouais parfois que j'ai jamais revus ou même que j'ai pas gardé contact, mais qui me rappellent un souvenir qui m'a marqué d'une rencontre d'un instant avec des gens super quoi. Et au niveau de ta pratique, toi, comment dire, qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois sur le vélo? Des fois, on pourrait se dire, bon, on a fait peut-être une épreuve, comme tu disais, de 2500 km. On pourrait se dire peut-être envie de poser le vélo un petit moment. Et bah, malgré tout, là, on voit que tu es encore sur une course. Donc, qu'est-ce qui te fait revenir sur chaque événement ou même refaire des projets, en tout cas off, de grande envergure? Bah, à chaque fois, il y a quasiment toujours un moment où t'as plus envie de le voir, ce vélo, hein. Faut être clair. Des fois pendant, souvent après aussi. Parce que ça reste bah, sur des courses un peu longues comme ça.
même sur des formats 1000 km, hein, ça reste quand même des épreuves qui sont souvent difficiles par le dénivelé, par les conditions météorologiques, etc. J'ai fait l'Irlande l'année dernière, mais aussi l'Écosse l'année d'avant, qui était super aussi, mais très difficile en termes de météo. Donc ouais, il y a une part un peu à un moment donné de plus avoir envie de faire du vélo. Et qu'heureusement, une semaine après, 2 semaines après, ça y est, il y a plein d'idées qui reviennent. Dire ah ça j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop faire ça, ça faut que je le fasse l'année prochaine. Et en fait c'est ce qui un petit peu me fait vivre chaque année, je dirais en fait qui m'anime un peu en entraînement, qui me donne envie aussi d'aller rouler. C'est un peu de m'entraîner pour tous ces événements là quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien caler assez rapidement au moins une idée de ce que je veux faire l'année prochaine pour me dire bah voilà quand tu vas pédaler bah tu vas pédaler pour t'entraîner pour cette épreuve là quoi. Et là, on va pouvoir du coup aborder le sujet de ta prochaine course, donc la Transpyrénée. Cette idée de participer à cette course, elle t'est venue comment? Comment est-ce que tu as entendu parler de cette course pour la première fois? Et qu'est-ce qui t'a fait, en tout cas, aller sur le site et puis payer ton dossard? Alors bah, la première chose c'est qu'en fait donc les dernières années là ça va être ma quatrième épreuve de 1000 km. Donc le 1000 km c'est vraiment une épreuve j'aime beaucoup. Il y a 2 ans c'était 1600 en Écosse et l'année dernière donc 2400 en Irlande, on en a parlé tout à l'heure. Et en fait, ces courses-là ont été plus difficiles mentalement, puisque sans forcément parler de gagner ou de faire un podium, mais juste de donner le meilleur de soi-même, je trouve que cette pression, en fait, un peu de course, d'optimisation de ton sommeil, tes temps d'arrêt, de ton alimentation, tout ça, en fait, au niveau psychologique, pour moi en tout cas, c'est difficile de le tenir au-delà de, je dirais, 4-5 jours. Après ça, c'est plus difficile pour moi. J'ai besoin de débrancher, j'ai besoin de m'arrêter davantage, et je bascule un peu presque plus dans le voyage que dans la course parce que j'arrive pas mentalement, en tout cas, à tenir ça autant de temps. Et c'est pour ça que le format 1000 km, j'avais vraiment envie de revenir sur ce format-là, que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, ça reste souvent 3-4 jours, 5, ça dépend de la difficulté, mais ça reste tenable en termes de gestion de sommeil, en termes d'optimisation. Et finalement, c'est, moi, je dirais aujourd'hui mon format préféré sur les longues distances. Donc, je voulais vraiment revenir sur cette distance-là. Et puis, moi, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais ce qui m'anime vraiment, moi, c'est la montagne. Même si finalement, je suis pas du tout né en montagne et j'ai assez peu été étant jeune. Mais c'est vraiment, ouais, faire des cols, j'adore ça, quoi. Donc, la montée, la difficulté de la montée, découvrir des paysages à chaque virage, un petit peu des descentes aussi. Et puis me retrouver finalement je sais pas, au lever du soleil en haut d'un col. Enfin, je trouve ça exceptionnel, quoi, ou même un coucher de soleil. Donc j'avais vraiment envie de continuer en montagne. J'ai fait un petit peu les Alpes sur quelques épreuves dernièrement. Et les Pyrénées, j'avais vu un petit bout quand j'avais fait la Race Cross France l'année dernière. Et j'avais envie de retourner dans les Pyrénées parce que j'avais eu une impression de trop peu. J'avais fait donc, on faisait donc Marie-Blanc, col de Marie-Blanc, Spandel, et puis le Tourmalet. Et on sortait en fait pour rejoindre le Ventoux. Donc on quittait assez rapidement les Pyrénées. C'était vraiment une journée dans les Pyrénées et on sortait ensuite, plus vers le nord. Et j'avais vraiment envie de découvrir davantage l'école des Pyrénées. J'avais trouvé ça déjà magnifique, le peu que j'en ai fait. Et donc, en fait, quand j'ai entendu parler de Transpyrénées, que j'ai vu le dénivelé aussi, j'ai dit, ah tiens, ça me tente. J'ai aussi un petit peu en gros, quand c'est difficile, ça m'attire aussi un peu parce que ça me permet aussi de donner le meilleur de moi-même et puis de me relever des challenges. Donc, je m'étais dit, un 1000 km comme j'aime, mais avec une difficulté dénivelée supplémentaire à ce que j'ai pu faire précédemment. Et donc voilà, tout ça en tout cas, ce qui a fait que tu as basculé sur l'achat de ce dossard. Écoute, on peut que comprendre ses motivations au final. En tout cas, te voilà embarqué maintenant dans cette aventure. Au niveau préparation, comme tu l'as dit, tu roules pas habituellement là où il y a des cols. Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta préparation quand tu dis, bon, finalement, je dois faire 1000 bornes avec, je crois, 34 cols et beaucoup de dénivelé. Au niveau de la prépa, est-ce que toi, dans tes entraînements, finalement, tu changes pas trop tes habitudes ou tu vas mettre en place peut-être du home trainer ou de la force ou des choses comme ça sur le vélo? Alors déjà, moi ce que j'aime bien chaque année, c'est me mettre des petites épreuves préparatoires, enfin des épreuves quand même assez conséquentes, mais qui sont plus faciles, on va dire, que l'objectif de 1000 km. Donc cette année, par exemple, j'ai fait l'UBF Cévennes, donc du coup, ça m'a permis aussi d'aller en montagne, faire des épreuves, donc ça c'était en avril, pour refaire des cols.
souvent en hiver, il y a quand même, on roule, mais je continue de faire des kilomètres, mais plus par chez moi, c'est quand même plus calme. Je fais, comme j'en parlais tout à l'heure, plus de la course à pied, du trail, donc j'ai toujours le vélo au moins une fois par semaine, mais je roule moins, et j'ai besoin quand même de me refaire quelques petites épreuves pour réhabituer aussi un petit peu le corps. Tu vois, je pense au dos, au cervical, un petit peu à tous ces périphériques aussi, de passer du temps sur le vélo, quand ça fait 6 7 8 mois que j'ai pas fait vraiment des grosses journées sur le vélo. Donc du coup, l'idée c'était de pouvoir intégrer bah, un peu de difficulté au niveau dénivelé, même si malheureusement, enfin, c'est impossible de reproduire ce type de course à l'entraînement. Surtout qu'en fait, la première journée, ça va, je pense, plutôt bien se passer, même si c'est toujours des journées difficiles, un peu de reprise. Mais la difficulté, c'est de pouvoir tenir le corps en bonne forme physique et surtout sans douleur après une première journée, deuxième journée, troisième journée de, de dénivelé assez important, et surtout un sommeil et une alimentation forcément un peu dégradée, puisque les calories dépensées sont conséquentes, surtout qu'ils ont prévu assez chaud. Donc voilà, c'est ça, c'est essayer un peu de me rassurer aussi en essayant de faire un maximum d'épreuves en montagne, en côte. Je fais un petit peu aussi dans le Finistère où c'est pas tout plat non plus. Et puis après des séances côte par chez moi, on a quelques côtes sympas par chez moi autour de Rennes qui permettent, alors ça n'a rien à voir bien sûr, mais qui permet voilà de faire des boucles où on peut faire un petit peu de dénivelé malgré tout quoi. Au niveau de cette course, qu'est-ce que tu peux nous dire? Au niveau des paysages, je sais que tu aimes bien du coup les paysages. Est-ce que toi, tu as déjà un petit peu regardé des images, des photos, des choses que tu vas traverser, regarder un petit peu le profil? Qu'est-ce qu'il y a comme info utile que tu as réussi à avoir en préparant cette course? Alors je me suis un petit peu renseigné, j'en ai discuté un peu avec un participant notamment, pour avoir un petit peu son ressenti. Et puis après, en fait, moi j'aime bien préparer un peu les courses, alors en mode virtuel, on va dire, c'est-à-dire j'ouvre Komoot et en fait je repère déjà les villages où je vais pouvoir m'arrêter dormir ou m'arrêter manger. Surtout quand il y a des cols, parce que souvent le soir on a tendance à se dire bon bah j'attaque un col, mais finalement je vais pas voir un commerce avant peut-être 1 ou 2 heures. Donc l'idée en fait c'est déjà d'avoir une première idée à peu près de la difficulté. Est-ce que ça va être plutôt très difficile la première journée ou plutôt la troisième, etc. Et puis surtout, est-ce que je vais retrouver facilement des commerces pour pouvoir acheter à manger? Est-ce que je vais pouvoir trouver facilement des points d'eau? Et ça, déjà, ça me permet d'avoir un petit coup d'avance sur ces éléments-là, sans être obligé de prendre mon téléphone et de jouer de chercher différentes choses en pleine course. Et puis ça me permet de découvrir un peu le parcours virtuellement, voir à peu près les gros cols qui sont à passer, voir les difficultés, et puis aussi comment je vais les synchroniser avec la journée, et puis avec la chaleur annoncée. On estime à peu près entre 30, 32, 33 degrés le premier et deuxième jour. Il va falloir aussi qu'on arrive à caler intelligemment les cols. Peut-être, s'il fait trop chaud, peut-être s'arrêter, faire des micro-siestes ou s'arrêter manger pour refroidir un peu le corps, peut-être monter certains cols un peu difficiles plus tard dans la soirée. Voilà, ça va être un peu tout ça qu'il va falloir qu'on gère, et j'aime bien pouvoir le préparer un peu en avance, quoi. Et au niveau de la préparation, tout ce qui est nutrition, comment ça se passe sur un ultra, sachant que euh, voilà, le but, toi, c'est qu'on sent que voilà, tu es quand même là pour la compétition, donc le but, c'est quand même de perdre le moins de temps possible. Comment ça se passe? Tu dois emporter des choses quand même avec toi à la base, que ce soit des barres, des gels, tout ça, plus quand même t'alimenter dans des commerces. Comment toi tu gères toute cette partie-là? Alors je dirais c'est déjà tout ce qui est tester tout ça hors course. Ça c'est vrai qu'on le répète souvent, hein, dans beaucoup de sports, hein. Alors je parle vraiment de la partie gel, bar, etc. Donc toute l'alimentation sportive. En fait j'embarque, j'ai pesé, je suis à 1 kilo d'alimentation sportive que j'emmène. Et je sais que ça va pas me durer la totalité de la course, parce qu'à un moment donné ça va forcément s'écrémer. Et c'est des choses auxquelles je dirais que mon estomac est habitué à ingérer ces aliments-là, et je sais que ça passe et que ça me crée pas de problème digestif. Donc ça va être des gommes, des purées salées aussi, ça marche bien pour moi. Donc ça je les emmène, et c'est surtout qu'en fait j'ai quasiment aucune chance d'en trouver dans des commerces sur la route. C'est plutôt quand même de la nutrition sportive. Et puis et l'ultra, et ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est le plaisir de la nourriture, quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'alimenter aussi avec de la nourriture plaisir. Faut remplir aussi en nutriments comme on peut le corps. Donc en fait le soir ça va être une pizza, ça va être des bonbons sur la route, des gâteaux apéritifs. C'est vraiment
le plaisir de la nourriture, pas forcément bonne pour la santé, mais l'idée c'est de se faire plaisir et c'est surtout d'avoir envie de manger. Surtout avec la chaleur, on va aussi perdre un petit peu cette envie de manger, je pense, le soir. Et il faut quand même qu'on arrive à se réconforter avec des choses qu'on aime manger pour pouvoir emmagasiner des calories et on va dire essayer d'accuser la dépense calorique en face, quoi. Donc il y a une partie vraiment alimentation sportive avec des choses qui sont plus efficaces, plutôt chargées en glucides, etc. Et puis une autre partie qui est plus tout simplement se nourrir, manger et manger des choses qui font plaisir, quoi. Parce qu'effectivement, là, on est à moins d'une semaine du départ de la course, voire même quelques jours finalement. En termes de météo, qu'est-ce qui est annoncé? Qu'est-ce que tu as pu voir? Donc là, ouais, on est plus sur la chaleur. Alors on est sur du beau temps. On est sur du beau temps. Alors on a tout, il y a toujours un peu le doute du Pays Basque qui peut être très changeant. Alors je connais un petit peu, mais pas énormément. Mais je sais que, en tout cas, voilà, c'est difficile au niveau de la météo de prévoir des orages. Donc potentiellement, moi, je m'attends à ce qu'il puisse y en avoir. Peut-être qu'il y en aura pas, mais en termes de tenue de pluie, etc., j'ai tout ce qu'il faut au cas où. Parce que même, je pense que ça va durer environ 4 jours. La météo, elle peut très très vite changer en 4 jours, surtout dans les montagnes. Mais globalement, voilà, on va être plutôt sur les températures entre, on va dire 30, 32, 33, et puis plutôt à baisser un peu plus sur la fin, quoi. Donc les premières journées, elles vont être assez dures à gérer au niveau de la chaleur. Qu'est-ce que ça va changer exactement en fait cette température pour toi dans ta gestion par rapport à ce que tu as l'habitude de faire? Ou à quoi va falloir rester attentif pour pas perdre en lucidité, en performance? Ouais, alors je dirais déjà gestion de l'eau, il va falloir bien s'hydrater et alors globalement trouver de l'eau c'est pas super compliqué parce que on peut demander aux particuliers, à quelqu'un qui est dans son jardin, personne nous refusera de l'eau du robinet pour remplir nos gourdes, ça c'est clair. Mais en général, quand on est sur la période par exemple midi, 16h, 17h, 18h, là moi je sais que je m'arrête beaucoup plus pour en fait finalement mettre de l'eau sur le visage, remettre de l'eau dans les gourdes, parce que l'eau elle finit par être chaude, on a du mal à la boire. J'essaie de remettre de l'eau un peu plus fraîche dans les gourdes, m'arrêter, prendre des trucs frais, manger une glace, enfin je vais rouler beaucoup moins vite cette période-là pour pouvoir justement essayer de réduire l'augmentation de température corporelle. Ça m'est déjà arrivé sur une course, alors pas au point de vomir et de faire une vraie insolation, mais j'ai déjà eu un moment donné où finalement il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Donc c'était l'année dernière, on était dans les gorges du Verdon. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était le moment de s'arrêter, quoi. En gros, j'avais plus de jambes, plus rien. Donc je me suis arrêté et finalement, je suis resté 1 heure sans, euh, sans repartir sur le vélo parce que j'avais besoin de redescendre en température. Donc vraiment la tête dans la fontaine, boire de l'eau, manger une glace, boire une bière sans alcool ou un truc voilà pour redescendre. Et j'essaie en fait de pas arriver à ce stade-là, quoi, d'essayer de gérer pour pouvoir garder une bonne forme physique malgré la chaleur au niveau de la gestion. On va parler un peu aussi du matériel. Toi, quel type de vélo t'embarques? Savoir aussi au niveau des sacoches, comment c'est placé. Toi, est-ce que tu as des trucs à toi pour gagner, par exemple, je sais pas, un emplacement de certaines choses au niveau de ton vélo? Est-ce que tu as des petits tips comme ça que toi, tu as mis en place? Enfin, c'est toujours personnel, mais mis en place pour toi avec le temps, qui sont peut-être pas habituels ou qu'en tout cas qui t'arrangent bien lors des courses. Mm. Donc moi en fait je roule avec un Origin Grax 2, donc un gravel monté avec des roues routes, on va dire ça comme ça. Deux intérêts du gravel, donc déjà la transmission, parce qu'en fait moi j'embarque un 48-31 à l'avant, 11-34 à l'arrière. Alors pour ceux qui connaissent pas trop en fait, c'est souvent ce qu'on conseille en montagne, c'est d'avoir un rapport de 1. Ça veut dire qu'en gros, par exemple je peux avoir un plateau avant qui serait de 34 et donc le plus petit plateau à l'avant qui serait de 34 et le plus grand pignon à l'arrière qui serait également de 34. Et ça permet en fait de pouvoir mouliner et pas être tout le temps en force dans les cols. Donc moi je suis encore plus bas que ça, je suis 31 avant et 34 arrière, donc ça me permet vraiment de bien pouvoir mouliner et pas me fatiguer musculairement dans les cols et les pentes difficiles. Autre intérêt, le gravel en fait a une position qui est beaucoup plus confort, beaucoup plus relevée, donc qui permet aussi au dos de mieux accuser la longue distance. Et puis après, en termes de sacoche, je dirais c'est assez classique. Alors, c'est la première fois que j'emmène pas les prolongateurs parce que trop de dénivelé et je sens que je vais pas pouvoir les utiliser. Mais habituellement, je les ai pour aussi changer de position et avoir une position un peu plus aéro sur des portions plates. Là, je les emmène pas cette fois-ci. Par contre, sacoche de sel. J'ai une petite sacoche avant. Des fois, j'en ai pas, mais là, je vais quand même l'emmener pour être plus confort, avoir des choses un peu à dispo. Et justement, en fait, j'ai une sacoche aussi donc de cadre qui est sous le tube horizontal, et j'en ai une aussi dessus, qui sont des petites sacoches. Mais en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir gérer toutes mes batteries.
les batteries, donc pouvoir charger le GPS, la lampe, etc. Et en gros, moi, mon petit tip, c'est un petit peu d'avoir tout à disposition. C'est-à-dire, je veux pas m'arrêter pour prendre une barre, par exemple, dans une sacoche. Tout, en fait, ce qui est de l'ordre de... Pour dormir, par exemple, genre le bivy, ça, forcément, c'est pas accessible. Donc, c'est volontairement à l'arrière. Par contre, tout ce qui va me servir dans la journée, donc la petite veste que je vais remettre pour descendre un col, mais que je vais remettre régulièrement parce qu'on peut avoir un peu froid, je vais l'avoir à disposition, je vais avoir l'alimentation à disposition, je vais avoir un petit peu de place aussi pour pouvoir éventuellement mettre, je sais pas, une bouteille de coca ou un truc que je vais acheter. Et j'ai aussi un petit sac, les tout petits sacs en toile là, qui sont tout légers et vraiment très compacts, hein, qui sont plus petits qu'un point. J'ai ce petit sac là quand par exemple je vais faire des courses pour la nuit. Et si je veux, par exemple, prendre, je sais pas, à manger, à boire, etc., que ça rentre pas dans les sacoches, je vais pouvoir mettre temporairement pendant quelques heures ce petit sac pour pouvoir emmener plus de nourriture. Une fois que j'ai mangé tout ce que j'avais, je le replie et je repars un peu plus léger, quoi. Mais voilà, c'est vraiment tout avoir à dispo et pour perdre le moins de temps possible sur des arrêts ou du re-rangement de sacoches, de l'organisation des sacoches en route, quoi. Et tu as parlé un petit peu justement de ton équipement pour dormir. Au niveau de la gestion du sommeil, ça va. Toi, habituellement, tu fais comment sur des épreuves comme ça de 1000 km? Alors, en fait, j'ai testé pas mal de choses. Après, en fait, chaque course est différente et c'est toujours un peu difficile de pouvoir faire des plans sur la comète, mais j'ai testé des choses qui fonctionnent plutôt pas mal. J'ai testé le pas assez de sommeil et en fait je me suis rendu compte que pas assez de sommeil ça faisait que j'avais des journées qui étaient très compliquées. J'étais obligé de m'arrêter tout le temps, faire des micro siestes. Je vivais mal en fait mon aventure parce que j'étais trop fatigué, j'avançais pas et mentalement en fait finalement ces journées-là je m'en rappelle pas avec un forcément bon souvenir. Je me rappelle presque même pas des paysages que j'ai vus à certains endroits parce qu'en fait j'étais concentré sur ma fatigue, sur un peu cette gestion là. Et du coup, j'ai augmenté un petit peu ce sommeil-là pour revenir sur des multiples de cycles de sommeil. Donc, par exemple, sur des ultras un peu longs, type justement l'Irlande, où j'ai mis 8 jours, je suis plutôt sur des cycles de 4h30 de sommeil. Donc, en général, ça fait 5 heures avec le temps de s'arrêter, de s'installer, etc. Et sur des 1000 km, même si je me donne toujours la possibilité de le modifier, c'est plutôt donner du sommeil au début et de moins en moins sur la fin. Exemple, sur une race Cross France, donc format 1000 km mais avec un peu moins de dénivelé, j'avais fait une première nuit à 4h30, une deuxième à 3h et une dernière à 1h30. Et l'idée, c'est que si à un moment donné, je sens que c'est pas assez, je vais me dire que la dernière, je vais faire 3 heures, ou alors la deuxième, je vais rester sur 4h30 pour pouvoir apporter le sommeil qui va me manquer. Quoi qu'il arrive, je vais pas en avoir assez, évidemment, après des journées comme ça, il faudra qu'on dorme 8-10 heures. Mais en tout cas, je vais en avoir suffisamment pour être bien éveillé et pas avoir envie de dormir la journée, par exemple. Ok, ouais, donc là, c'est effectivement c'est un bon calcul en tout cas à faire. Comme, donc, de ce que je comprends bien, en fait, toi, ça te permet d'en prendre un peu plus de marge au début Mm. pour après, voilà, égrener, mais sous pas partir directement dans un déficit de sommeil trop important. Tu paierais sur toute C'est ta ça. course. Et sur un Après, format sur des formats un peu plus courts, type 500 km, ou même des 300 km, où en fait je sais que je vais avoir une. Alors 300 km, j'arrive à pas dormir normalement, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant c'est plutôt bon. Par contre, j'ai toujours un créneau un peu de fatigue à partir de 2 heures, 2 heures, 3 heures à peu près. Et sur un format de 500 km, par exemple, où je vais arriver plus tôt, on va dire le lendemain, mais je vais avoir qu'une matinée de vélo et je sais qu'après c'est fini. Là, je vais me permettre plutôt de la micro-sieste. Donc par exemple, ça va être, je m'arrête une demi-heure, je vais dormir 15 minutes avec un réveil et je vais le faire selon comme mon corps va le demander. C'est-à-dire voilà, il est 2 heures à peu près et tout d'un coup, à un moment donné, je commence à avoir les yeux qui se ferment. Et là, dans ce cas-là, c'est arrête tout de suite. L'avantage de la micro-sieste, c'est qu'on n'a pas spécialement besoin de confort ou de s'installer à un lit, un campement. Alors sauf s'il pleut, il faut se mettre quand même à l'abri. Mais sinon, ça peut être à peu près n'importe où. Alors bon, encore une fois, hein, je ne mets pas dans les fossés, mais disons que dans le kilomètre à venir, en général, on trouve à peu près l'endroit pour le faire. Bien se couvrir. Je dors 15 minutes et ça va me permettre d'avoir à peu près 2-3 heures de bon éveil, ou en tout cas de bonne conscience, qui fait que je ne prends pas de risque non plus sur le vélo. toi, dans des courses comme celle-là, il y a forcément, j'imagine, des moments où ça se passe pas toujours comme tu le souhaiterais en tout cas. Est-ce que, comment toi, tu arrives à te remobiliser? Est-ce que tu as des habitudes que tu prends en tout cas à ce niveau-là? Alors, je peux prendre des exemples. En fait, faut toujours s'adapter parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, je dis beaucoup, il faut faire tant de sommeil à la demi-heure près, etc. En réalité, c'est toujours de l'ajustage au fur et à mesure parce que là, si je prends l'exemple de la Transpyrénée, il y a beaucoup de dénivelé, il y aura de la chaleur.
Donc en fait, je peux pas dire, bah tiens, dans 8 heures, je vais être à tel endroit, quoi. C'est pas possible. C'est encore plus vrai à la fin du deuxième jour, du troisième jour, etc. Donc faut toujours en fait réadapter ce plan. Donc ça peut être à cause d'une forme physique qui est pas au rendez-vous, bah c'est pas grave, on continue d'avancer ou on dort plus tôt et puis on fera mieux demain. Et je garde toujours en tête que même si j'aime bien la compétition, j'ai pas non plus un niveau qui fait que sur certaines courses je vais pouvoir les gagner. Donc en fait, je me rappelle aussi que j'ai envie de passer une bonne aventure et que j'ai envie de profiter de ces quelques jours de vélo sans forcément être dans des remords de pas avoir pu être à tel endroit à tel moment, d'être arrivé 1 heure en retard au checkpoint ou des choses comme ça. Et je peux prendre un exemple que j'aime bien, souvent les gens m'en parlent. En Écosse, en fait, on avait des ferries à gérer. Donc sur une course ultra distance, avoir des ferries à gérer, c'est pas toujours simple. Donc faut imaginer, on avait 4 ferries à passer. Alors des petits ferries, c'est-à-dire des ferries où la traversée dure moins d'un quart d'heure, une demi-heure. Mais par contre, avec des horaires, par exemple, un ferry toutes les demi-heures ou tous les 3 quarts d'heure, mais pas de ferry la nuit. Et donc pendant cette course-là, à un moment donné, pendant une nuit, avant de commencer à passer les ferries, je m'endors en fait sans mettre de réveil. Et je dors 1 heure ou 2 heures de plus que ce que j'avais prévu. Du coup, je loupe le premier ferry, qui fait que j'ai loupé le deuxième. Enfin, je les ai pas loupés, mais j'ai pas pris celui que j'avais prévu de prendre. Et ce qui fait que je me suis retrouvé en fait à 18h30 dans un port. J'avais pas du tout envie de dormir, j'étais en forme. Et sauf que le prochain ferry était le lendemain à 8h30. Donc je me suis retrouvé dans un petit port où il n'y avait pas beaucoup de logements, ou alors tout était complet et tout était cher. Il a fallu que je dorme en fait devant sur un banc devant une boulangerie. C'est pas forcément un problème, mais ce qui est un peu dommage quand on a plus de 10 heures d'arrêt. Et je voyais juste en fait les participants avec le tracking qui étaient de l'autre côté et qui eux continuaient à rouler pendant encore 4-5 heures avant de s'arrêter de dormir. Et moi qui étais bloqué dans ce port. Donc forcément, il y a une partie de moi où j'étais fou, j'étais en train de m'en vouloir d'avoir loupé ce réveil, d'avoir loupé un peu cette petite stratégie sur les ferries. Et puis ouais, voilà, il faut essayer de mentalement passer à autre chose et puis ça continue et puis essayer de profiter un maximum du temps que j'avais pour dormir, bien manger et de repartir encore plus frais le lendemain, quoi. Effectivement, ouais, c'est pas ce qu'on attend quand on fait une course, de se trouver bloqué, surtout avec le tracking où on voit tous les concurrents Ouais, ouais, s'éloigner au ouais. loin, on se dit, même en roulant tranquillement, j'aurais toujours été plus loin que là, Mm. bloqué où je suis. Effectivement, c'est un peu frustrant, donc bien faire attention. Comme tu as dit, là, même un peu là, même s'il n'y a pas de ferry sur cette course, tu parles un peu d'anticipation dans le sens, voir l'école, un petit peu où manger, tout ça, pour savoir s'il faut vraiment prendre le temps de partir ou mieux se stopper à certains endroits, faire une pause. Ça, effectivement, dans n'importe quelle course, finalement, il y a l'anticipation, ou au moins connaître un petit peu l'itinéraire et les points clés du parcours. C'est vrai que ça a clairement son importance. Disons que le risque c'est souvent de en fait ne pas avoir à manger de toute la nuit en fait, c'est-à-dire que bien avoir conscience des horaires des commerces en fait dans le pays où on est et puis en fait s'arrêter même plus tôt s'il faut, recharger en nourriture et pas partir pour rouler jusqu'à 3-4 heures du matin en n'ayant rien à manger, quoi. Ça c'est le gros risque qu'il faut Mm. absolument éviter. Et sur cette aventure-là, qu'est-ce que tu viens chercher, que ce soit en termes de performance ou de sensation? C'est quoi ton objectif sur cette course? Alors bon, mon objectif en fait c'est parce que il y a un très gros niveau. Enfin il y a beaucoup de gens qui ont une très grosse expérience de l'ultracyclisme. Donc la gagner ce sera pas en tout cas quelque chose qui est pour moi. Mais par contre c'est faire mieux que ce que j'ai fait. J'ai toujours envie de progresser. Cette année j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai aussi intégré de l'entraînement en salle de sport avec du renforcement musculaire, des étirements aussi un peu plus complets. Et l'idée en fait c'est déjà de pouvoir faire mieux que ce que j'ai fait précédemment. Si je prends un exemple, un 1000 km à peu près tout pile avec je dirais 17-18 000 mètres de dénivelé, donc 10 000 mètres de moins. Il y a un an j'étais à peu près à un petit peu moins de 4 jours. Donc l'idée c'est de pouvoir faire moins de 4 jours, ça me paraît ambitieux, mais par contre faire à peu près le même temps, mais avec les 10 000 mètres de dénivelé en plus, j'aimerais bien pouvoir Oui. faire ça. Et puis surtout être content de ma course, c'est-à-dire avoir bien géré l'aspect sommeil, l'aspect alimentation. Chaque année, en fait, je retravaille et je me fais un petit débrief pour dire, bah tiens, ça c'était pas terrible, t'as pas amené assez à manger, à cet endroit-là, t'aurais dû dormir plus longtemps, etc. Et j'aime bien pouvoir être un peu fier de ma gestion de course et d'avoir pu améliorer un certain nombre de choses. Tu nous as parlé également juste de là, t'as intégré donc la préparation physique à tes entraînements. Quel type d'exercice et dans quel but
tu as intégré ça à ta préparation? Alors je dirais qu'il y a un peu deux aspects. Alors déjà ouais je fais pas de home trainer. Tu m'as posé un peu la question tout à l'heure, j'ai pas vraiment répondu, mais je fais pas de home trainer. Ça m'amuse pas tellement, on va dire. Enfin, en tout cas, faire du sport chez moi, dans le sens renforcement ou vélo, j'ai du mal à m'y mettre. Le vélo, c'est autant en course à pied, je suis un peu plus structuré, j'ai des programmes, etc. Autant en vélo, c'est un peu plus vélo plaisir, etc. Donc pendant un certain temps, j'ai eu du mal à progresser sur là-dessus. Donc j'ai voulu intégrer du renforcement. Je disais deux aspects tout à l'heure, parce qu'en fait, il y a la partie renforcement du corps, sans forcément parler de la force musculaire. Donc là, je parle du dos et des cervicales, puisqu'en fait, je suis assez sensible à ces sujets-là, d'avoir une posture sur le vélo. Alors même si j'ai fait une étude posturale qui est parfaite et enfin qui est très bien, le vélo, je sais qu'il est bien réglé, mais j'ai toujours en fait des fois, si j'ai des petits coups de fatigue, des douleurs un peu dans les lombaires, donc l'idée c'était de pouvoir davantage travailler les lombaires pour être un peu plus musclé et puis avoir un peu moins de douleurs sur le vélo. Ça me permettra pas d'aller plus vite, mais ça me permettra en tout cas de mieux vivre ma course et d'être plus à l'aise. Cervical également, hein, parce que la position prolongateur, même si là je les ai pas, elle est assez contraignante en termes de position du cou et de la tête au niveau de l'angle. Donc pareil, c'est de travailler un petit peu cette partie-là. Et puis bah, sur la partie force musculaire, on va dire c'était plutôt travailler donc jambes et mollets. Alors pour la petite parenthèse, j'ai aussi quelques petites blessures de course à pied. L'année dernière, j'ai eu des périostites, donc j'ai aussi voulu intégrer des exercices de renforcement mollet pour justement bah, régler une bonne fois pour toutes ce sujet-là et j'y suis parvenu. Et j'ai intégré aussi des renforcements bah, musculaires plutôt cuisses, adducteurs, etc. pour pouvoir, on va dire, être un peu plus performant. Alors ça a été difficile malgré tout d'être assidu parce que comme je disais tout à l'heure j'aime bien faire beaucoup de choses et j'ai beaucoup de dossards j'ai eu beaucoup de dossards cette année en trail, en course à pied, en vélo aussi. Donc en fait c'est difficile d'être enfin, pour moi en tout cas ça a été difficile d'être vraiment assidu sur le renforcement. Je l'ai été, je pense, pas trop mal, mais malgré tout bah, dès qu'il y a une course qui se présente, c'est du repos la semaine avant, du repos la semaine après, et du coup bah très rapidement ça fait 2 3 semaines qui sont un petit peu moins constructive au niveau du renforcement, quoi. Mais bon, après, les courses font aussi partie de l'entraînement quand c'est des courses de préparation, quoi. Ok. Oui, bon après, c'est vrai que c'est déjà un sacré plus. Est-ce que tu as vu d'ailleurs des changements ou des améliorations en termes du coup de confort notamment? Alors le dos, oui, c'est clair. Ouais, je sais que souvent la première course, même 300 km de l'année, qui est souvent en février, mars, avril, où justement j'ai pas fait des longues sorties avant un vélo. Alors des longues sorties j'en ai fait, mais j'ai pas fait plusieurs jours sur un vélo. Pendant 6 7 mois. Là, souvent, je sais que j'ai mal au dos, quoi. J'ai mal au dos, je passe super bien, je me sens pas, à la fin de la journée, elle est difficile. Et là, du coup, je peux pas dire, je sais pas si je me suis vraiment débarrassé de ça, mais en tout cas, les 3 courses que j'ai fait en début d'année, j'ai eu aucun souci de dos. Donc vraiment, déjà, je pouvais oublier ça de ma tête, je pouvais vraiment me concentrer sur la course et pas penser à cette douleur-là. Donc déjà, rien que pour ça, je suis content d'avoir fait. Ouais, donc vraiment ça c'est bénéfique, c'est des choses que tu penses garder, mettre un peu plus dans ta préparation, enfin une plus grosse part dans ta préparation ou. Ouais, je pense continuer à en faire en tout cas, et puis progresser dans cette partie-là, dans le sens où sur cette partie-là, je m'entraîne un peu tout seul, donc j'essaie de lire des choses, j'essaie de découvrir un peu, donc en termes d'efficacité, je pense que je suis clairement pas au meilleur parce que voilà, j'ai pas de coach pour cibler réellement un objectif ou pour organiser des entraînements et des séries. Donc là-dessus, j'ai clairement à progresser pour que ce soit beaucoup plus efficace. Mais rien que pour un bien-être physique, pour être bien dans la vie de tous les jours et pas avoir de douleur sur le vélo, ouais, ouais, c'est clair, je voudrais continuer. Et puis essayer d'en tirer encore plus parti pour être un peu plus performant. Ouais. Bah, en tout cas, merci pour toutes ces infos, en tout cas sur la préparation physique, mais surtout sur la préparation de ton événement, qui a lieu d'ailleurs le dimanche. Le départ c'est le dimanche 29 si je me trompe pas, 29 Là, juin. c'est dimanche, en fait, c'est dans deux Donc en jours. fait, dans 2 jours. D'ailleurs, C'est je ça. disais moins une semaine, mais c'est très rapidement. Ouais. Donc c'est fort probable que quand vous allez écouter l'épisode, soit bah ce sera juste la journée avant le départ, ou alors tu seras peut-être déjà sur le vélo. Alors n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur son compte. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te suivre, Guillaume? Tu peux nous donner également ton compte Instagram ou d'autres réseaux si. Ouais, donc bon, moi je suis essentiellement sur Instagram, donc c'est Guillaume le prénom tiré du 8 et B8S comme on sait Buis, donc B comme Bruno par exemple, un 8 et un S comme Sylvie.
Donc moi je fais beaucoup de photos en fait. Vraiment les paysages c'est le truc qui me passionne, donc je passe mon temps à être arrêté à prendre des photos sur la route. Ça me coûte un peu de temps, mais je repars avec des souvenirs incroyables. Donc il y aura des stories, il y aura aussi un peu de publication à la fin, puis toujours un petit débrief aussi où j'aime bien un peu débriefer et me remémorer un peu toutes les épisodes tumultueux qui se sont passés, parce qu'il y en aura toujours et c'est aussi ça qu'on va chercher. Et bah top, écoute, comme traditionnellement sur le podcast, on va finir avec le mot de la fin. Donc pour rappel, le podcast sera tout à toi. Tu peux parler de sujets qui sont en lien avec ta course, l'ultracyclisme, le sport ou la vie en général, ou ce que tu veux, je sais pas. En tout cas, libre à toi. Et si tu as besoin d'un moment de réflexion, il n'y a aucun souci en tout cas pour ça. Et en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, chaque année, un peu, j'essaie de trouver un beau voyage ou une belle course à vélo pour rêver, en fait, tout simplement, et pour passer des moments incroyables. Je dis souvent un peu que le participant qui est à côté de toi, que tu n'as vu personne depuis plusieurs heures, ça fait 2 jours que tu roules, et tu rencontres un participant qui est à côté de toi, et en fait ce gars-là ça devient ton meilleur ami parce que c'est ton pote de galère, quoi. Et finalement c'est des moments incroyables, des moments hors du temps, loin des problèmes de la vie quotidienne. Et j'ai pas spécialement de problème dans la vie, mais en tout cas la seule chose qui nous intéresse c'est manger, dormir et surtout avancer. Et finalement ça ramène un peu à la base de l'être humain, c'est-à-dire subvenir à nos besoins, et puis oui, aussi se faire plaisir dans le sport, hein, quelque chose qu'on adore. Donc on oublie le travail, on oublie tous les soucis du quotidien, et on vit une petite bulle incroyable. Donc même c'est pareil, c'est un moment pour soi qui est très important, hein. Ça permet de se poser un petit peu, de débrancher un petit peu de sa vie du quotidien. Et moi je souhaite ça vraiment à tout le monde, hein, même si c'est que ce soit en trail, en course à pied, en vélo ou en complètement autre chose. Accordez-vous en fait ces moments-là hors du temps, un petit peu en introspection avec vous-même, pour vivre des moments incroyables, parce que finalement la nature c'est un terrain de jeu, et il y a qu'une chose qui compte, c'est d'en profiter et de vivre des moments incroyables avec des gens tout aussi incroyables. Et merci en tout cas Guillaume pour ces quelques mots. Il me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour cette aventure que du coup on va pouvoir Merci. suivre au travers des stories, des publications. Je vais essayer également de relayer un maximum d'infos dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à l'encourager tout au long de sa course, parce que j'imagine que y a toujours des moments des hauts et des bas. Mais en tout cas, hâte de pouvoir aussi avoir le débriefing, et puis que tu repasses sur le podcast pour nous raconter cette course et connaître aussi tes prochains objectifs, tes futurs événements, et voilà un petit peu tout ça quoi, comme habituellement. C'est vrai que ça fait plaisir de recevoir des petits messages en fait d'encouragement, de se dire il y a du monde qui nous soutient, et c'est toujours un plaisir. En tout cas, merci Alexandre de m'avoir reçu sur le podcast. Plaisir partagé, et puis on se voit bientôt. Bonne course Guillaume. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.